Bonsoir à tous, bienvenue dans Afrique Soir. Au programme de ce carrefour d'infos, l'invité culturel Mohamed Mkwar, artiste peintre, explore avec Hanan Harat son univers, un univers à part entière à l'occasion de son exposition à la Bibliothèque nationale de Rabat. Il y exprime les doutes, les peurs, les angoisses de l'humain qu'il représente dans des formes abstraites accompagnées de calligraphie. Et dans le dossier du jour, Majdouline Taheri, responsable de la commission scientifique d'Inno Days, nous parlera en compagnie de Hanan Harat de la deuxième édition des rencontres pour l'innovation en Afrique. Objectif de l'événement, réunir étudiants, pouvoirs publics, experts et jeunes start-upers autour de l'innovation et de l'entrepreneuriat en Afrique. On commence avec le journal de la rédaction. Voici les titres. En Espagne, la Catalogne s'enfonce dans la crise. L'exécutif Rajoy accuse le président du gouvernement catalan, Carles Puigdemont, de chercher l'affrontement systématique dans cette crise. Une crise qui menace la stabilité de l'Espagne et inquiète l'Europe. Dans le chapitre antiterroriste, on en sait plus sur la cellule terroriste Pro-Daesh démantelée samedi dernier à Fès, au Maroc. Les produits suspects saisis sont des liquides et poudres chimiques essentiels utilisés dans la fabrication d'explosifs. Les développements à suivre dans quelques instants. Et au Kenya, il n'est pas trop tard pour faire les réformes qui pourraient amener l'opposant Raila Odinga à reconsidérer sa décision de se retirer du scrutin présidentiel du 26 octobre. C'est ce qu'il a déclaré aujourd'hui. En ouverture, ce journal cap sur l'Uruguay. La princesse Lala Salma, présidente de la fondation Lala Salma Prévention et Traitement des cancers et ambassadrice aussi de bonne volonté de l'Organisation mondiale de la santé, a pris part hier à Montevideo aux travaux de la conférence mondiale de l'OMS. C'est sur les maladies non transmissibles qui se poursuivent jusqu'au 20 octobre à Montevideo. Un panel de haut niveau a été marqué par des discours du président du pays et de la présidente chilienne. Une feuille de route a été adoptée ainsi que la déclaration de Montevideo sur les maladies non transmissibles 2018-2030. En Espagne, à présent, un pas de plus du gouvernement central vers une suspension de la CC ou de l'autonomie de la Catalogne. L'exécutif Rajoy accuse le président séparatiste catalan Carles Puigdemont de chercher l'affrontement systématique dans une crise qui menace la stabilité de l'Espagne et inquiète l'Europe. Puigdemont devait dire clairement aujourd'hui s'il renonçait à déclarer la sécession de sa région. Un conseil des ministres extraordinaire a été convoqué samedi par Madrid, Sohabuta. L'ultimatum expirait à 10h ce matin. La réponse du président séparatiste catalan Carles Puigdemont est tombée quelques minutes avant le délai. Dans un communiqué adressé au chef du gouvernement Mariano Rajoy, il a indiqué que la Catalogne n'avait pas déclaré d'indépendance, mais pourrait le faire si Madrid poursuivait la répression, selon ses termes, notamment en suspendant l'autonomie. Madrid juge cette réponse trop ambiguë et estime qu'elle constitue un refus de répondre à sa mise en demeure. Devant les caméras, le porte-parole du gouvernement espagnol, Íñigo Méndez de Vigo, a indiqué que Madrid poursuivra ses démarches. En l'absence de réponse aux termes précis et clairs, le gouvernement espagnol comprend qu'il n'y a pas eu de réponse à ses exigences. En conséquence, le gouvernement poursuivra les procédures décrites à l'article 155 de la Constitution dans le but de rétablir la légalité en Catalogne. Estimant que Carles Puigdemont n'a pas répondu à ses exigences de retour à la légalité, le chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, a convoqué un conseil des ministres extraordinaire. La réunion aura lieu samedi pour décider quelles mesures doivent être prises dans le cadre d'une suspension d'autonomie de la Catalogne. L'actualité en Europe, c'est aussi ce nouveau sommet européen qui s'est ouvert ce soir à Bruxelles. Plusieurs dossiers sont traités. Avec nous en direct depuis Bruxelles, notre correspondant Tariq Labi. Bonsoir Tariq. Bonsoir madame. D'abord, quel est le programme de ce sommet et quelles seront les priorités ce soir? Alors concernant le programme, bien évidemment les 28 vont notamment parler de défense, des crises internationales, de la Catalogne, du Brexit. Ils doivent aussi répondre à l'ambitieux programme que vient de leur proposer le président du Conseil européen, Donald Tusk, à savoir la tenue de 13 sommets en 2 ans pour relancer l'Union européenne après le choc du Brexit. Et sur le papier, le dîner des 28 chefs d'État et de gouvernement doit être principalement consacré aux affaires étrangères,
avec des échanges prévus sur l'accord nucléaire iranien, la Corée du Nord, ainsi que sur les relations avec la Turquie. Dans les faits, madame, c'est l'épineux dossier du Brexit qui prendra le plus de place. Nous en parlais en début de semaine. Les négociations ne sont nulle part. Theresa May a d'ailleurs rencontré Jean-Claude Juncker en prélude à ce sommet, déjà pour parler de leur divorce, si difficile à acter. Il en sera donc logiquement question lors de ce sommet. Et selon un haut responsable britannique, Theresa May va en cours du dîner encourager à faire avancer la conversation afin d'étudier le partenariat futur et la période de mise en œuvre de l'accord de retrait de son pays. L'intervention de Theresa May ne devrait toutefois pas donner lieu à une quelconque percée, a d'ores et déjà prévenu le président du Conseil européen, Donald Tusk, qui lui pense déjà à réformer l'Union européenne post-Brexit. Tarek, à propos de la Turquie en particulier, le président Recep Tayyip Erdogan a redonné un coup de pression aux Européens il y a quelques jours à propos de la question de l'adhésion d'Ankara à l'UE, mais Angela Merkel est très claire, la Turquie n'est pas actuellement la bienvenue au sein de l'UE. Qu'en est-il réellement, Tarek ? Alors la chancelière allemande a réaffirmé sa volonté de bloquer le dossier d'une potentielle adhésion de la Turquie, martelant qu'il n'a pas de place dans l'Europe, des mots fermes, durs. Le dossier turc ne faisait d'ailleurs pas partie de l'ordre du jour initial. Il a été ajouté à la demande de Berlin et le 3 septembre dernier, lors du débat qui a précédé les élections législatives, Merkel s'était dite favorable à un arrêt des négociations d'adhésion avec la Turquie en raison, je cite, des dérives antidémocratiques du régime. C'est donc pour faire honneur à ses promesses préélectorales que la chancelière allemande souhaite remettre le dossier sur la table européenne. Mais aussi, il est vrai, depuis que les tensions entre Ankara et Berlin se sont exacerbées, le feuilleton diplomatique est très long et il n'est pas certain que les Européens soient prêts à acter une rupture avec la Turquie, qui reste tout de même un partenaire clé dans une série de dossiers, comme par exemple, madame, et surtout l'immigration. La France, premier allié de Berlin, a adopté une ligne classique, laisser Erdogan assumer la rupture. Toutefois, la question financière se pose aussi trivialement. L'Union européenne consacre des fonds européens à la procédure de préadhésion à la Turquie, 6,7 milliards d'euros les 10 dernières années. La Turquie bénéficie aussi de près de la BEI, la Banque européenne d'investissement, de plus de 2,3 milliards, sans compter la BERD. Jusqu'ici, les Européens ont prôné la retenue. Reste donc à savoir si ce soir et demain, la retenue sera de mise ou pas, Manel. Merci beaucoup, Tarek Labi, pour cet éclairage. Je rappelle que vous étiez avec nous en direct depuis Bruxelles. Parlons maintenant lutte antiterroriste au Maroc et ses nouveaux éléments suite au démantèlement samedi dernier d'une cellule terroriste pro-Daesh à Fès. Les produits suspects saisis dans une planque-sûre et dans une voiture appartenant à l'un des éléments arrêtés par le Bureau central d'investigation judiciaire sont des liquides et poudres chimiques essentiels utilisés dans la fabrication d'explosifs. Salma Saïdi nous en dit plus. Le ministère de l'Intérieur confirme que les produits suspects saisis le samedi lors du démantèlement de la cellule terroriste pro-Daesh par le Bureau central d'investigation judiciaire étaient destinés à la fabrication d'explosifs. Les membres de cette cellule projetaient d'utiliser des substances liquides et poudres chimiques pour fabriquer des explosifs et perpétrer leurs plans terroristes dans le royaume. Au moment de leur arrestation, nous avons découvert des armes, un arsenal d'armes et plusieurs produits rentrant dans la confection des explosifs. Pire encore, nous avons découvert qu'ils ont acquis une voiture dans une perspective de piégeage de cette voiture dans leur projet terroriste. Certains de ces produits chimiques sont utilisés pour accélérer le processus d'explosion et intensifier son ampleur. Les extincteurs saisis sont remplis de matières explosives combinées de quantités de clous et de petites pièces de fer afin de causer des pertes humaines et des dégâts matériels d'envergure selon le ministère, qui rajoute que les bonbonnes de gaz butane saisies lors de cette opération peuvent être utilisées en tant que cocktail Molotov pour amplifier l'intensité de l'explosion lors de l'exécution de leur opération terroriste. Les 11 membres de la cellule terroriste arrêtés à Fès et dans plusieurs villes du royaume par le Bureau central d'investigation judiciaire projetaient d'utiliser ces explosifs pour perpétrer leur plan terroriste au Maroc. La voiture appartenait à l'un des membres de la cellule démantelée.
Zoom sur le dossier nucléaire iranien dans ce journal. Téhéran ne lâche pas prise. L'Iran compte accélérer son programme balistique malgré les pressions américaines et européennes en faveur de sa suspension. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le corps des gardiens de la révolution islamique, unité ou paramilitaire d'élite iranienne. Rappelons que le président américain a fragilisé l'accord international de 2015 sur le nucléaire en refusant vendredi dernier de certifier que Téhéran était en conformité avec ses engagements. Il représente un espoir pour les pays du Sahel, mais aussi pour l'Europe. Je vous parle de la force militaire G5 Sahel. Pour évaluer sa mise en place, une mission du Conseil de sécurité de l'ONU s'est rendue aujourd'hui dans les pays du Sahel. Leur visite se poursuit jusqu'au 23 octobre. La mission intervient en prélude d'une réunion du Conseil de sécurité sur le financement de cette force militaire conjointe, prévue le 30 octobre à New York. La réunion sera conduite par la France, l'Italie et l'Éthiopie. En Afrique centrale, à présent, la situation sécuritaire en République démocratique du Congo et en Centrafrique figure au menu d'un sommet des dirigeants des pays des Grands Lacs ce jeudi à Brazzaville. Les questions de paix et de sécurité en RDC, en Centrafrique, au Burundi et au Soudan du Sud sont à l'ordre du jour de ce sommet des chefs d'État des pays membres de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. La rencontre a été précédée par des discussions entre experts et ministres des Affaires étrangères des 12 États membres de la conférence. En octobre 2016, les dirigeants des pays des Grands Lacs ont appelé les États de la région et d'Afrique australe à fournir des contingents supplémentaires aux forces de l'ONU en RDC, la RDC qui traverse une grave crise politique. À Sriratin maintenant, le Maroc célèbre le 4e anniversaire du lancement de la stratégie nationale d'immigration et d'asile. Une occasion pour faire le bilan et exposer aussi les résultats des consultations nationales autour du pacte mondial sur l'immigration, selon le ministère délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale chargé des Marocains résidant à l'étranger. Une cérémonie a été organisée aujourd'hui à cette occasion, en présence notamment du directeur général de l'Organisation internationale pour les migrations et des représentants de pays africains. L'événement a permis de revenir aussi sur les résultats des consultations nationales autour du pacte mondial sur les migrations et de mettre en valeur les principales réalisations relatives à la mise en œuvre de la stratégie nationale d'immigration et d'asile. Écoutons à ce sujet Idriss Liazami, il est président du Conseil national des droits de l'homme au Maroc. Le Maroc aujourd'hui célèbre le 4e anniversaire du lancement de la nouvelle politique royale en matière d'immigration. Nous célébrons cet anniversaire alors que les Nations Unies et la communauté internationale sont en train de discuter d'un pacte global sur la migration, que le Maroc s'apprête à organiser le Forum Migration et Développement, et alors que la question de l'immigration est au centre des débats politiques dans toutes les nations. Aujourd'hui, le Maroc est un pays pionnier puisqu'il met en place cette politique, il le met en place dans un cadre concerté avec la société civile marocaine, avec ses partenaires internationaux, alors que les mouvements migratoires sud-sud se développent de plus en plus. Donc c'est à cet égard que le Maroc joue un rôle pionnier au niveau international, mais aussi au niveau de l'Afrique, puisque Sa Majesté le Roi a été chargé par l'Union africaine de présenter les grandes lignes d'une feuille de route africaine sur la question migratoire. De l'Afrique du Nord à l'Afrique centrale, le Gabon va vers la libre circulation, l'application des instructions du comité des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. L'intégration sous-régionale engage désormais le Gabon selon une circulaire datée du 13 octobre dernier. Les précisions à Libreville avec Ismaël Obianze. La réaction très prompte du Gabon sur le respect du principe de la libre circulation des ressortissants de la zone sur son territoire sonne comme une réponse au ressent de menaces de sanctions brandies contre lui et son voisin équato-guinéen par la Commission économique et financière de la CEMAC, même si une circulaire du ministère gabonais de l'Intérieur vient par ailleurs préciser qu'il s'agit simplement du respect des hautes instructions des chefs d'État réunis en sommet extraordinaire en 2013 à Bangui en Centrafrique. Comme on peut donc le voir, les arguments de risque d'invasion démographique, de spoliation économique et de délinquance étrangère, souvent brandis par les uns et les autres pour justifier un retard à l'allumage, ont très peu résisté à la logique des intégrations à travers le monde, qui elle-même reste source de compétitivité économique. C'est un sujet très peu commenté par la presse d'ici et d'ailleurs.
Mais reste à savoir désormais quelle va être la position de la Guinée équatoriale. Ici, Libreville, Ismaël Obianzé, Justin Bitégué pour Medi 1 TV Afrique. On part directement au Niger. Le premier atelier régional du dialogue Nexus dans le bassin du Niger s'est ouvert hier à Niamey et s'étale sur 2 jours. L'autorité du bassin du Niger et la société civile de ses 9 États membres ont multiplié les échanges autour du programme Nexus. Objectif, garantir une gestion durable des potentialités du fleuve Niger. Le compte rendu de Jean-Gibril William. Assurer une sécurité alimentaire, énergétique et hydraulique dans le bassin du Niger, tel est l'objectif du programme Nexus soumis à l'étude des acteurs de l'autorité du bassin du Niger, un projet de l'Union européenne basé sur la coopération entre 3 secteurs, l'eau, l'énergie et l'agriculture. C'est d'un côté l'eau, l'accès à l'eau, de l'autre côté l'accès à l'énergie, et de l'autre côté, l'accès aux aliments, l'accès à la production agricole. Et la question, c'est que ces 3 aspects sont tellement liés qu'on essaie de travailler avec les 3 aspects en même temps. Une consultation qui visait également les représentants de la société civile des États riverains, premiers concernés par la gestion des eaux du fleuve. L'autorité du bassin du Niger est composée de 9 pays, parmi lesquels 7 sont dans des zones extrêmement difficiles, dans des zones extrêmement sensibles. La gestion intégrée des ressources en eau s'impose. Autrement dit, il faut gérer la ressource eau de façon à ce qu'on puisse à la fois produire de l'alimentation pour les populations à moindre coût, mais aussi produire de l'électricité pour l'industrialisation de notre pays. D'où le Nexus qui nous apparaît extrêmement intéressant. Le programme Nexus a été étalé sur la période 2016-2018. Il devrait à terme octroyer aux États membres de meilleures perspectives en matière d'hydraulique, de sécurité alimentaire et d'énergie. 3 secteurs dans lesquels ils ont par ailleurs été appelés à mieux investir. Retour au Maroc et je vous propose un tour au salon du cheval d'El Jadida, une occasion pour célébrer les chevaux arabes. Le concours des pur sang arabes intéresse les éleveurs car c'est un aboutissement de leurs efforts investis dans l'élevage de cette race particulière. Cette année, le haras égyptien des Zahra, devenu en 120 ans d'existence une référence mondiale en matière d'élevage des chevaux pur sang arabes, est à l'honneur. Férouz Bentalb. Le salon du cheval d'El Jadida. Une occasion en or pour célébrer les chevaux arabes et démontrer leurs valeurs et particularités en comparaison avec les autres races. Le Maroc abrite désormais des concours de show de haut niveau et à l'échelle mondiale, où l'on affiche la beauté des chevaux pour le plaisir du public. Le concours des pur sang arabes entretient l'intérêt particulier des éleveurs qui voient en cette occasion un aboutissement de leurs efforts investis dans l'élevage de cette race particulière caractérisée par son tempérament, mais également ses attributs qui en font une créature des plus majestueuses. Le jury s'appuie sur 5 spécificités: la tête du cheval, son cou, la longueur du dos, les extrémités, ainsi que la gestuelle. Certaines épreuves ont été remportées par des éleveurs marocains à travers leur participation avec des pur sang arabes nés au Maroc et répondant aux critères du jury de cette compétition. C'est la fin de cette édition. À suivre l'essentiel de l'actu éco avec Oumaï Masbila. Tout de suite.